Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Alors en fait, je sais qu'il y en a qui n'avaient pas prévu de venir voir cette conférence parce qu'il y a trop de monde dans la salle là-bas et du coup on est en train de rameuter les gens ici. Mais donc merci, au moins la salle est un peu près pleine. J'espère que je ne vais pas vous ennuyer et qu'au moins vous allez trouver intéressant cette découverte du coup de conf que vous n'avez pas prévu de voir à la base. Donc bref, alors du coup, ça fait dire que la première question que je voulais vous poser, c'était de savoir si la plupart d'entre vous, ou en tout cas est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo qui présente justement cette conf aujourd'hui. Wow, vous l'avez pas vu ça? Ok, bon bah top. D'où l'intérêt de vous la repasser aujourd'hui maintenant. C'est la vidéo d'introduction en fait de la conférence. Merci. Alors je vous avoue que ouais, donc je tenais à la passer parce qu'on a quand même passé 2 week-ends à la faire. Au début, j'avais même imaginé un peu la bande-annonce type blockbuster avec la grosse voix et tout. Bon, mais la prod n'était pas suffisante pour pouvoir le faire. Mais bref, pourquoi un trailer comme ça d'un film? Du coup, vous vous posez un peu tous la question, j'imagine. Enfin, j'espère en tout cas, c'était un peu le but. Alors que normalement, on est censé parler d'une conférence là sur le produit et le product management. Parce qu'en fait, je trouve, et ça c'est parce que peut-être que j'ai une passion pour le cinéma toute particulière qui me fait voir les choses un peu différemment, mais qu'il y a énormément de similitudes entre le domaine du cinéma et le domaine du product management, et donc de tout ce qui nous touche particulièrement chaque jour, nous, membres du produit. Le domaine du cinéma, en fait, de par mon expérience aussi, peut-être je vais vous remettre un peu le contexte, comme ça vous allez voir que j'y baigne un petit peu depuis un peu le début de ma vie. En gros, j'ai commencé à bosser je suis ingénieure et j'ai travaillé en informatique graphique 3D pour essayer de recréer des effets spéciaux et travailler vraiment sur le rendu 3D d'images de synthèse. Mon rêve, c'était d'arriver à reproduire les images bleues d'Avatar, vous voyez. Bon, j'ai plutôt atterri sur un verre d'eau, mais je m'en suis pas trop mal sortie. Et après, j'ai travaillé pendant 5 ans à la direction de l'expérience digitale de Canal+. Du coup, sur tous les produits de Canal, qui étaient Canal Play, MyCanal, je ne vais pas tous les décrire, vous les connaissez. Et ensuite, dans mon contexte familial, donc du coup personnel, mon père a joué dans Plus belle la vie. Alors c'est vrai, bon, il n'a pas fait que ça, mais j'aime bien citer cette petite anecdote parce que, bon, tout le monde connaît Plus belle la vie. Non, de blague à part, c'est un comédien aussi, enfin ma mère aussi, et puis bref, mes sœurs sont dans la production audiovisuelle et les décors. Donc voilà, donc en gros, mon contexte familial fait que tout ce qui est création artistique, je baigne un peu dedans. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je vois mon métier un peu comme ça, histoire de pas être le vilain petit canard qui a fait un G et qui fait du product management et personne ne sait ce que c'est. Enfin, en tout cas, quand j'en parle dans ma famille, personne ne comprend. Donc je me suis dit, peut-être qu'en vous parlant de ce métier-là, avec du coup cette approche du cinéma, qu'on connaît tous, vous allez peut-être vous y retrouver aussi et puis trouver aussi des similitudes avec ce que vous vivez tous les jours. Donc pour commencer, je voulais démarrer avec ce film. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ? Pas du tout, ok.
c'est Big Fish de Tim Burton. Ah, voilà, merci. C'est un film que j'apprécie tout particulièrement pour une raison, qui est l'histoire que ça raconte. Et il y a une citation qui est importante dedans, qui dit qu'un homme raconte si souvent ses histoires qu'il ne fait plus qu'un avec ses histoires et qu'elles lui survivent. Et ainsi, il devient immortel. Et en fait, c'est l'histoire de lui, ce personnage principal du film, qui s'appelle Edward Bloom. Edward Bloom, il a passé sa vie à raconter des histoires aux gens et en fait à transformer sa vie en une gigantesque histoire. Et ça fait limite fantastique parfois. Mais finalement, il a réussi à embarquer toutes les personnes qu'il a pu croiser et tout le monde garde un souvenir de lui assez original, on va dire. Et pourquoi, du coup, je veux vous parler de ça ? C'est parce qu'en fait, comme Edward Bloom, on est tous nés storytellers. Alors, si, il y en a que je sais, là je vois, qui disent non, moi je n'ai jamais raconté d'histoire ou je ne sais pas le faire. Je vais vous montrer un exemple, c'est celui-là. Dès les premiers pas de l'homme et dès les premiers hommes, il y avait une manière de raconter des histoires via les peintures sur de la chasse et de la nourriture des hommes des cavernes. Mais on le voit aussi dans les hiéroglyphes en Égypte, on le voit avec la Bible, on le voit avec l'histoire avec un grand H qui est une multitude de plein de petites histoires. Donc en fait, le storytelling est ancré dans l'intelligence collective et dans l'histoire de l'humanité. Et grâce à lui, effectivement, on arrive à embarquer tout le monde. Et il y a une pièce de théâtre qui dit justement, dans une citation d'une pièce, qui dit que celui qui sait mieux que quiconque raconter une histoire devient le maître. Et en fait, pourquoi c'est important ? Pourquoi le storytelling est important et pourquoi l'histoire est importante ? Parce qu'on se rend compte que le cerveau humain est assez complexe et qu'il a du mal à... il a besoin de capter tout de suite le sens pour adhérer. Sinon, il rejette complètement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et sûrement. Vous avez téléchargé une app, vous l'ouvrez, vous repassez 2 secondes dessus, vous ne comprenez pas ce que ça dit, et puis au mieux, vous la gardez sur votre téléphone, mais vous n'y retournez jamais, et au pire, vous la désinstallez. Vous l'avez tous fait ? Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris le sens, et c'était hyper rapide, en quelques secondes. Et qu'est-ce que nos amis du cinéma, justement, ont trouvé pour essayer d'accrocher les spectateurs ? C'est de raconter une histoire. Parce que l'histoire, elle permet de simplifier beaucoup de choses, elle permet de générer des émotions, et elle permet d'accrocher beaucoup plus sur le sens, le pourquoi, que sur des micro-détails. En fait, on s'en fiche des détails. Et quand on fait un trailer, justement, on ne va pas aller dans le détail de tout ce qu'on va raconter. Non, on essaie d'aller direct sur le sens, le pourquoi, et en gros, un peu pitcher l'histoire qu'on va raconter. Et le product management, c'est justement ça. Un des points fondamentaux, c'est d'être capable de raconter une histoire. L'histoire de votre produit, l'histoire de vos utilisateurs, l'histoire de votre équipe, tout ça est mixé. Et je vais aller un peu plus loin du coup dans la similitude, la comparaison avec le cinéma. Comme pour une équipe de film, le product management, c'est ça, vous connaissez certainement ce schéma, c'est à la croisée d'un mix de disciplines. Une équipe de film, c'est plein de gens différents, des techniciens, des acteurs, un réalisateur, bref, tout plein de corps de métiers différents qui, au même moment, pensent à une chose, générer des émotions aux spectateurs. Et nous, quand on fait du produit, on cherche aussi à générer des émotions aux spectateurs, et en l'occurrence, c'est plaire à nos utilisateurs. Et comme pour écrire un bon scénario et le pitcher, donc dans le cinéma, le product management, c'est bien raconter l'histoire dont vos utilisateurs sont les héros. Et alors, pour aller encore plus loin, je ne sais pas si vous avez un peu en tête le process de création d'un film, du coup, je vous l'ai remis là. Ces 5 grandes étapes, bon, en vrai, ça va un peu plus dans le détail, mais les 5 grandes étapes, c'est ça. On a notre pitch. Donc là, je l'ai représenté visuellement. Hein. Ça peut être visuel, comme ça peut être une phrase, mais c'est pitcher votre histoire. Il y a le synopsis, qui décrit un peu plus l'ambiance du film, qui décrit un peu plus les personnages, le contexte historique, si c'est un drame, une comédie. Il y a le séquencier, où là, en fait, on a vraiment un détail séquence par séquence, avec du coup décrit globalement ce qui va se passer dans la séquence, quel acteur va jouer quoi, des éléments de détail sur le décor, sur si ça se passe la nuit, etc. Ensuite, on a le storyboard, où là, par séquence, on rentre vraiment dans le détail de chacun des plans, du coup avec plein d'informations complémentaires qu'on n'avait pas dans le séquencier. Et puis l'aboutissement avec l'ensemble de tous les détails, c'est le scénario. Et le scénario, il décrit vraiment, en plus du storyboard, tous les dialogues, tous les jeux de scène, tous les petits... oui, c'est ça, les jeux de scène, et l'ambiance un peu générale. Et donc, si on regarde un peu, quand on crée un produit et qu'on fait du product management, on peut avoir exactement la même chose.
On a notre vision produit, qui est notre why, qui correspond au pitch. On a notre roadmap, qui est un peu notre synopsis, c'est-à-dire qu'on sait où on va, on a une ligne directrice, mais on ne rentre pas dans les détails. Après, on a notre release plan, donc qui peut être un peu considéré comme notre backlog. On sait à peu près ce qu'on va faire un peu plus spécifiquement, du coup, dans les 6 prochaines semaines, par exemple. Ce qu'on va mettre dans nos sprints, c'est un peu comme notre parcours utilisateur et du coup notre storyboard. Et quand on arrive aux détails, du coup, des éléments du storyboard, ce sont nos user stories. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Je pense aussi, justement, le plus petit item d'un backlog quand on fait du product management, et en méthode agile, s'appelle une story. Rapprochement, histoire, tout ça, vous l'avez. Quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, wow, franchement, ça m'a éclairé, parce que vous allez le voir ensuite après, ça permet de donner plein d'idées sur comment justement on construit sa vision, en essayant de faire toujours le parallèle avec un peu cette création cinématographique. Je vous donnerai quelques exemples après. Et donc, comme lorsqu'il faut réécrire l'histoire, parce que évidemment, hein, on fait un film, la critique est unanime, c'est une grosse merde, vous vous dites pas, tiens, si je refaisais la même chose pour le second opus, par exemple. Non, vous réfléchissez, vous repensez peut-être à réécrire l'histoire ou envisager du coup un autre scénario. Le product management, c'est exactement ça. C'est aussi de se dire qu'on est sans cesse en train de tester et d'apprendre des choses, et qu'on n'a jamais finalement fini de chercher. Bon courage. Alors du coup, de tout ça, on en sort un peu le socle, qui pour moi, après c'est très subjectif, correspond vraiment à la base du product management. Vous avez certainement vu ce schéma, et de toute façon je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc vous l'avez vu. Ça, effectivement, si vous tapez product management dans Google Images, cette photo, elle ressort peut-être 850 000 fois. Avec des couleurs, pas de couleurs, un peu plus de détails. Bon, ok, ça on l'a compris, effectivement, c'est un mix de disciplines, c'est entre l'UX, la tech et le business. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est plus la vision du comment. Ce que je voudrais vous montrer, c'est, à mon sens, le product management, il se sépare en aussi 3 grandes catégories, enfin 3 gros pans, mais qui sont ceux-là. L'équipe, les utilisateurs et la vision. Alors pourquoi ? Si on raccroche avec cette notion d'histoire, on voit bien que votre produit, c'est l'histoire de la mission que votre équipe s'est donnée, de la vision que vous souhaitez porter et de l'expérience que vous offrez à vos utilisateurs. Donc voilà pourquoi c'est plutôt ces 3-là que UX, Tech, Business, qui ne parlent pas trop. Alors du coup, revenons-en à notre petit trailer. Donc dans le trailer, vous avez vu, il y avait marqué 4 histoires. Je vous les ai remis là. Donc il y a un combat, il y a une équipe, il y a une vision et il y a un espoir. On retrouve notre triptyque gagnant, là, donc la vision, que je vous ai présentée juste avant, la notion d'équipe, et l'espoir, donc là en l'occurrence les utilisateurs, qui dans le trailer en fait sont représentés par des vrais spectateurs, un qui est dans son canapé et qui regarde le combat. Et du coup les 3, dans le trailer, l'idée de ce film, c'est de présenter que les 3 vont s'allier pour faire en sorte de bien préparer le fameux combat. Mais alors, de quel combat ? Alors là, à ce moment-là, j'avais imaginé une énorme scénographie, donc fumigène et tout, parce que c'est un peu l'intrigue du film qui est révélée là tout de suite. Mais la cuisine du web m'a dit non, c'est bon, Charline, n'abuse pas trop. Déjà que tu as fait un trailer de film et tout. Bon. Bref, donc du coup, le combat du product management et du product manager. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc qu'on vit tous en tant que PM, que tout le monde vit, vraiment en discutant avec les gens et par voilà, tout ce que j'ai pu vivre moi aussi. Il y a un dénominateur commun à toutes nos histoires, qu'on bosse dans une grosse boîte, dans une petite boîte, dans une start-up, qu'on ait notre propre produit, qu'on soit dans une agence, peu importe. Il y a un dénominateur commun qui est que ce métier est un métier de questionnement et de lutte perpétuelle. Je ne sais pas si vous partagez cette vision, mais qu'on n'aura jamais cessé de combattre quelque chose. Alors il y en aurait plein des sujets du coup pour vous expliquer un peu ce que représente ce combat. Et j'en parlais avec Nathalie hier soir justement. Je lui dis mais il y a trop de sujets. Donc là on n'avait pas 1000 heures pour parler, je n'ai que 40 minutes. Donc en fait on va en voir que 3. Mais les 3 qui sont quand même assez importants et j'espère en tout cas ils vont tous vous parler. Le premier c'est celui-là. Vision produit versus custom client. Ah, parce qu'il y en a qui hochent la tête genre oui, merci. Alors, reposons un petit peu le contexte. C'est quoi la vision produit ? Qu'est-ce qu'on entend par vision produit ? Vision produit, c'est la réponse opérationnelle un peu à la stratégie de votre entreprise. Stratégie business. C'est le fameux pourquoi.
C'est pourquoi vous faites le produit, pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi votre équipe a envie de dépiler des tickets, pourquoi vous allez changer en fait la vie de vos utilisateurs et des gens que vous souhaitez adresser par votre produit. Mais en fait, la vision, du coup, c'est effectivement donner ce sens-là, produire du sens et un sentiment d'appartenance fort. Donc c'est vraiment la clé. Et en fait, le pourquoi et le travail sur ce why, c'est vraiment un travail de construction. C'est pas genre ça vous tombe comme ça, yes, youpi, j'ai ma vision. Non, heureusement pour vous, il y a énormément d'outils et de méthodes et de manières en fait de travailler sa vision. Et c'est cool parce que effectivement, on n'a pas tous comme ça, on n'est pas tous visionnaires. Hein. Par contre, on peut tous le faire. Alors du coup, comment ? Donc personnellement, j'utilise 3 grands axes pour le faire et c'est un peu une manière de vous les présenter. Mais encore une fois, il y en aura sûrement d'autres et je serais ravie d'en discuter avec vous plus tard. Le premier, c'est les outils, ça bien sûr. Donc il existe des millions de Canva et sûrement vous avez déjà utilisé Business Model Canva, Lean Canva, ça vous parle peut-être. Product Canva aussi. Vous tapez Canva dans Google, pareil, on vous en sort plein. L'avantage des Canva, c'est que ça permet de structurer quand même beaucoup votre manière de penser, de faire vous poser les bonnes questions et d'en sortir justement cette vision, puisque ça questionne sur le qui, ça questionne sur la proposition de valeur, ça questionne sur quels sont les concurrents et comment vous allez réussir à vous différencier. Du coup, ça vous aide à élaborer un peu cette vision du coup en mode synthétique. Et un autre outil que j'utilise depuis que j'ai vu qu'il y avait un rapport justement avec cette construction de film, c'est justement d'essayer de représenter la vision au travers d'une affiche de film. Et ça, je l'ai mené avec plusieurs groupes différents. Et ça marche hyper bien parce que le fait de représenter ça visuellement, forcément, on se met un peu dans la peau d'un enfant, quelque part, qui essaye de faire comprendre sa vie et ce qu'il pense et ce qu'il aime au travers d'un dessin. Donc c'est extrêmement parlant. Ça impose d'aller droit à l'essentiel, de visualiser et de transmettre du coup un message par une image. Ça permet d'être hyper synthétique et impactant. Donc le travail de la fiche de film, je vous conseille pour essayer de poser sa vision. Deuxième axe pour travailler sa vision, c'est la donnée. La donnée, elle est à la fois quantitative et qualitative, et les deux vont de pair. C'est hyper important de faire du qualitatif, d'aller questionner vos utilisateurs, de faire des focus group, de faire des interviews, de vous immerger même dans la vie et le contexte de leur usage, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre réellement ce qu'ils vivent au jour le jour et pourquoi ils auront besoin de vous par la suite. Et puis la donnée quantitative, elle est aussi importante parce qu'elle déjà en termes de volumétrie, c'est beaucoup plus gros. Elle vous permet de vraiment cibler un usage bien particulier d'une fonctionnalité ou d'un besoin réel. Mais le mix est important. Et je vais vous donner un exemple pourquoi justement il ne faut pas voir l'un sans l'autre. Alors, j'ai essayé de chercher en préparant cette conf d'où venait cette référence, mais je ne la trouve plus. Donc désolé, je n'ai plus le nom exact de l'application. Donc si quelqu'un là qui lève la main une fois que j'ai expliqué ma petite histoire, mais je trouve que l'histoire est belle, donc c'est pour ça que je vous la donne quand même. Peut-être que c'est complètement fictif et que je l'ai rêvé, mais donc je fais un super teaser pour un truc qui va peut-être pas vous plaire. Donc en gros, c'est l'application c'était une application pour les stations de ski, pour géolocaliser en fait vos copains dans les stations de ski et plus facilement vous dire ah tiens on se donne rendez-vous du coup pour le vin chaud au restaurant de 2005 là. Et donc vous voyez sur la carte du coup où se situent vos potes du coup dans la station et comment vous pouvez rallier et vos potes et le resto pour aller boire votre vin chaud de manière assez simple en faisant toutes les remontées mécaniques. Bref. Donc j'écoutais une interview de la personne qui avait raconté ce truc là. Il disait, on avait fait plein de tests et tout, ça marchait de ouf. Et du coup, on l'a déployé dans une première station, alors, donc je ne sais plus laquelle. Donc, on a analysé la donnée qui nous revenait de cette app, donc données quantitatives pour le coup. Et là, on s'est rendu compte, mais c'est trop bizarre. Les gens, on a l'impression qu'ils tapent n'importe où. On ne comprend pas, ils ne trouvent pas les bons boutons, dans l'espace, là, au niveau de l'écran. Donc, ils ne comprenaient pas. Donc, ils se sont dit, il faut peut-être qu'on aille voir en fait ce qui se passe. Donc, ils sont allés faire un tour en station. Et puis, il y avait un truc qu'ils avaient un peu zappé. C'est qu'en station, on est au ski, il fait froid. Donc quand on sort son téléphone, on n'a pas envie d'enlever ses gants. Et du coup, la solution que les gens avaient trouvée, c'est de taper avec le nez. Et donc quand on tape avec le nez, oui forcément, les boutons ils sont quand même un peu moins accessibles. Donc voilà pourquoi il faut quand même mixer à la fois données qualitatives et quantitatives et que les deux sont importantes pour poser cette vision, puisque là du coup, la vision produit change un peu. Et le troisième point, c'est le propre du mindset du product management, c'est toujours tester et apprendre, comme on l'a vu tout à l'heure.
Et ça veut dire qu'au niveau de la vision, il faut savoir se remettre en cause. C'est pas parce qu'on l'a posée une fois qu'elle va être vraie les 10 prochaines années. Non, parce que les contextes d'usage évoluent, parce que les besoins de vos utilisateurs évoluent, et parce que du coup, il faut sans arrêt se questionner sur est-ce qu'on est toujours là pour eux au bon moment. Et du coup, c'est vraiment le plus grand défi, je pense, pour nous qui font du produit, c'est d'essayer de pousser un peu nos propres jugements et de pas se retrouver un peu sur le chemin ô combien facile du blâme de nos utilisateurs qui comprennent pas notre service en disant « non mais ils ont pas compris ». En fait, c'est pas qu'ils ont pas compris, c'est juste que vous avez pas été au plus près de ce qu'il fallait pour eux. Et donc, c'est peut-être là où il faut continuellement se remettre en cause et pas se dire « non, mais en fait, je sais ce que je fais, c'est moi qui décide et du coup, c'est mon produit ». Et du coup, comment on fait quand il y a des demandes spécifiques qui arrivent? Parce que c'était un peu le but du combat de départ. Alors, la première solution, c'est de faire comme E3, là, et d'aller se cacher derrière un mur, ce que je fais de temps en temps. Parce qu'effectivement, c'est très compliqué d'adresser du coup des demandes custom qui peuvent arriver et qui arrivent de partout. Custom, ça veut dire un client ou un utilisateur qui va vous dire « non mais moi je veux à tout prix cette fonctionnalité, ça va changer ma vie, etc. » Oui, bon, en l'occurrence, t'es le seul à me la demander et je vais pas changer tout mon produit pour toi. Ou pareil, vos sales qui vont aller vendre votre produit et qui, parce qu'ils voulaient à tout prix vendre, on dit « ouais, c'est bon, en fait, il va falloir ajouter ça. » Donc là, vous vous retrouvez avec un nombre de trucs qui vous arrivent en disant « mais non, c'est pas la vision qu'on avait. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on veut l'adresser. » Du coup, comment on fait face à ces gens-là? Enfin, ces demandes qui arrivent comme ça. On peut essayer deux choses. La première, c'est d'essayer de questionner sur le pourquoi. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais toujours les gens arrivent avec une solution. On vous dit, moi, je veux le bouton à tel endroit pour qu'il fasse ça. Bon, alors, ok, j'entends. Maintenant, pourquoi tu le veux là? Et quel est ton problème derrière? Et en fait, en questionnant, on se rend compte que bien souvent, parce qu'on est utilisateur et parce qu'on est un peu avec notre contexte et notre petite vie du coup très spécifique, on voit un peu le produit avec des œillères et du coup, on ne se projette pas dans une autre solution qui pourrait peut-être plus coller du coup avec la vision. Donc le rôle du product manager, c'est ça, c'est peut-être d'aller chercher ce questionnement pour aller comprendre le pourquoi il y a derrière, une demande qui arrive comme ça. Et de se dire, peut-être que d'ailleurs il y a la solution qui est dans le produit, mais juste le mec ne l'a pas vu. Ou alors, comment lui apporter une réponse avec la vision. Donc c'est cette recherche un peu du pourquoi derrière chaque demande. Et ensuite, un deuxième point qui est comment on peut créer l'adoption. Parce qu'en fait, plus les gens adhèrent aussi à la vision, plus du coup c'est la même chose que l'histoire. Hein. On raconte cette histoire, ils s'embarquent avec nous, et du coup, tout devient un peu plus limpide. Et pour vous parler d'un process que j'avais essayé de mettre en place justement avec des sales qui avaient très ce truc un peu top-down, ok, j'ai vendu le produit, il faut qu'ils fassent ça. On avait travaillé en 3 étapes. La première, c'était de leur montrer la vision, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne l'avaient pas du tout. La deuxième, c'était comment on collabore avec eux pour leur montrer que cette vision-là, c'est pas un truc qui est acquis et que ça peut bouger. Et la troisième, c'est comment on s'assure que aussi eux, quand ils sont face à des clients, ils arrivent justement à la propager et qu'on arrive à capitaliser sur les retours que les clients peuvent leur faire à ce moment-là. Donc pour le premier step, on m'avait demandé de venir faire une démo du coup d'un produit devant une salle comme ça avec que des commerciaux. Et le but c'était de leur dire voilà, on vous présente le produit et maintenant vous allez essayer d'aller le vendre. Alors c'était une journée entière de démo produit. Je passais à 17h. Je me suis dit si je commence à leur faire, je me log. Je vais dans le menu, je décline tous les items du menu et je commence à expliquer chacune des fonctionnalités. Bon, c'est sûr, il n'y a personne qui m'écoute au bout de 20 secondes. Donc je me suis dit, il faut qu'on le fasse différemment. Et du coup, avec l'équipe, on a essayé de ramener ça un peu au sens, à l'histoire, au cinéma, tout ça. Et on s'est dit, tiens, si on essayait de leur pitcher notre truc et en fait de le vivre. Et du coup, on a joué l'histoire de notre produit. Alors, peut-être qu'il s'y prêtait assez et que tous les produits ne le permettent pas. Mais du coup, on s'était répartis les rôles, on s'était tous mis dans un rôle. Du coup, moi, je jouais une étudiante qui téléchargeait l'application pour pouvoir aller à des festoches, etc. Donc, on avait mis la sono à fond dans la salle, etc. Donc, ça a duré 5 minutes. On n'a pas fait tout le détail de l'application avec toutes les fonctionnalités. Non, on s'en fichait. Par contre, on est sorti de là et il y a énormément de gens qui sont venus nous voir à la fin en nous disant « Wow, on a compris, vous nous avez embarqué dans une histoire. » Et là, je me suis dit « C'est bon, c'est gagné. » C'est gagné parce que du coup, ils ont adhéré au sujet,
Ils ont compris la problématique et du coup, ben, comme quand on fait un trailer de film ou comme quand on pitch, ils avaient envie de voir la suite. Du coup, la première étape de séduction était faite. Et même, alors c'était aller au-delà, c'est que du coup, j'avais utilisé une casquette jaune fluo pour représenter un peu le côté Jones. Bon, c'était un choix, j'avais rien d'autre dans ma valise, je suis tombée là-dessus. Mais du coup, ça a eu un élément marquant, et c'est marrant, il y avait une confière qui en parlait de ça, de comment on marque le design même d'objets, est hyper important pour matérialiser du coup un produit, même si on est sur un produit pur digital. Et donc là, il y a eu un côté marquant avec cette casquette, et après, quand les commerciaux nous croisaient dans les bureaux, etc., ils disaient « Waouh, c'est la casquette !» En fait, c'était même plus le produit, c'était la casquette. Du coup, ça a été un peu le nom de code aussi de ce produit-là. Donc l'étape de séduction était faite, et ensuite on s'est dit, bah, on va leur montrer qu'en fait, c'est pas nous qui imposions non plus une vision, et qu'on a besoin de leur retour terrain pour savoir c'est quoi les problématiques de leur cible, et essayer de travailler ça avec eux. Et donc on a mené des workshops avec les commerciaux, pas du tout avec les utilisateurs, pas du tout avec leur cible client, pour comprendre ben, quels étaient les freins qu'ils avaient quand ils essayaient de vendre le produit, quels étaient les besoins de leur cible sur ben voilà, leurs différentes cibles marché, et du coup d'ajuster la vision au fur et à mesure. Et la troisième étape, bah, c'était leur proposer même de faire de shadowing avec eux au moment où ils allaient en rendez-vous commercial pour essayer de capitaliser direct sur le moment, rien que les expressions de visage des personnes à qui ils présentaient le produit. Et de trouver avec eux même des arguments bah, pour réorienter vers la vision qu'on avait. Voilà, c'est un exemple où, avec les sales, j'en aurais plein d'autres à vous donner sur les utilisateurs ou comment on fait adhérer du coup tout un groupe, même l'équipe. Mais bon, on n'a pas le temps. Et un dernier truc pour vous montrer la vision, c'est un exemple que j'aime beaucoup et qui marche à tous les coups. Donc si vous voulez le réutiliser, faites-le, je vous le conseille. Quand vous essayez de montrer à des gens pourquoi c'est important d'avoir une vision produit, c'est un exercice que je fais. Donc je divise le groupe en deux. Et chaque groupe doit dessiner exactement ce qui est marqué dans une consigne. Et la consigne générale qu'on donne du coup aux deux groupes, c'est vous avez une feuille A4. Vous vous répartissez les tâches comme vous voulez, mais il faut que vous fassiez exactement ce qui est marqué sur la consigne. Et vous avez un nombre limité, enfin c'est en temps limité. Alors du coup, ceux qui ont le schéma le dessin tout à droite, la consigne c'est dessiner 6 vaches, X fleurs jaunes, X fleurs vertes, X fleurs bleues, 12 brins d'herbe, enfin bref. Donc c'est une consigne très 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 détaillée. Alors c'est marrant, c'est que tout le monde fait la même chose. Toi tu fais les fleurs, toi tu fais les vaches, toi tu fais les... Et puis l'autre groupe, la consigne c'est essayer de dessiner une prairie verdoyante, ensoleillée, avec des vaches qui broutent de l'herbe. Donc, rien à voir. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est quoi le dessin qui représente pour vous le mieux quelque chose? Voilà. En gros, ça prouve que justement, avec une consigne qui est plus une vision, on arrive à produire quelque chose qui a un sens. Alors que l'autre à côté, bon, bah, c'est une succession d'éléments, mais effectivement complètement détaillés et qui ressemblent à rien. Donc c'est une manière de montrer que l'importance de la vision qui est partagée par tout le monde fait qu'on sort un produit qui a du sens et que si on ramène justement chaque demande custom à travers cette vision, bah, on évite de faire plein de microservices qui à la fin bah, pourrissent complètement d'autres produits et le rendent, bah, ils ressemblent à rien, quoi. Donc retenez peut-être cet exemple si vous voulez prouver un jour à n'importe qui l'intérêt d'avoir une vision produit et de la partager. Deuxième gros sujet de combat, roadmap versus planning. Ah. Alors ça, ouais, bon, c'est, je sais pas, je dirais que c'est peut-être le plus dur, mais en fait l'autre était dur aussi. Pareil, est-ce qu'on partage tous la vision de ce que c'est qu'une roadmap ? Parce qu'il y a encore pas mal d'amalgames souvent qui sont faites. La roadmap, c'est pas un planning avec des dates, c'est pas un engagement fixe, et c'est encore moins une liste de features. Parce que bien souvent, on se dit, oui, bah c'est bon, en fait, j'ai mis mes features dans l'ordre, comme ça, je les ai priorisées, c'est ma roadmap. Non, 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 non. Dans une roadmap, il n'y a pas de features, parce que du coup, on n'est pas sur du comment. On est beaucoup plus sur une notion d'objectif, d'engagement au travers d'un sens. Encore une fois, c'est l'expression de votre vision produit. Et du coup, la roadmap, c'est ça, l'expression de vision produit, c'est votre direction à suivre. Là, comme tout cela, là, ils ont l'air hyper contents parce qu'ils savent où ils vont. Et encore plus, je dirais que c'est un outil de communication puissant. Et à mon sens, c'est vraiment peut-être le point le plus important. Quand on essaie de travailler une roadmap et de se dire ce que c'est qu'une roadmap, c'est que c'est un outil de communication. Et vous allez comprendre pourquoi c'est d'autant plus important. Parce que justement, si un jour on nous demande un planning, bon, on se retrouve peut-être comme eux, justement là, à se dire, oh merde, on nous faut fournir des dates, un engagement, qu'est-ce que je fais, quoi. J'avais eu le cas une fois, là, assez récemment, j'en rigole encore parce que c'était quand même assez
drôle. On m'amène du coup... Alors, donc, c'était une roadmap, en fait, c'était un planning de tous les sprints sur les 6 prochains mois. Et c'était l'équipe marketing qui nous avait fourni ça. Donc, je leur dis, ah ouais, vous êtes balèze, hein, parce que moi, j'ai pas du tout la vision de ce que je vais mettre dans les sprints dans plus de 6 semaines, donc comment vous avez fait pour nous l'avoir sur 6 mois? Et en fait, du coup, je me suis dit, mais pourquoi il y a un tel gap, en fait, entre ce besoin de produire des plannings et côté produit, quand on essaie de défendre à fond une roadmap et une vision? Parce qu'en fait... ça soulève 2 problématiques. La première, c'est que ça manque de dates, notre roadmap. Bah ouais, on est now, next, later, quoi. On ne cherche pas effectivement à s'engager sur des dates. C'est tout l'opposé. Donc ça manque de dates, et bien souvent, c'est que c'est pas associé à une notion de visibilité suffisamment forte. Du coup, pour essayer de contrer ça, je pense que j'ai pas résolu tous les problèmes, mais peut-être que vous avez d'autres choses à partager. Mais une des solutions, c'était de se dire, déjà, pour augmenter la visibilité, il faut surcommuniquer au travers de cette roadmap-là. Du coup, mettre en place un comité roadmap produit avec, je sais pas, toutes les 2 semaines, toutes les mois peut-être, en fonction justement de la taille de l'équipe, du nombre de personnes qui aujourd'hui ont besoin de cette visibilité. Et de leur amener petit à petit, à chaque comité, cette vision de j'ai mon planning qui est prêt effectivement sur 6 semaines. Là, je peux m'engager. Je sais quelles features je vais mettre qui sont prévues à peu près dans les prochains sprints, en tout cas priorisés. Je sais ce que je vois dans mon backlog sur 6 semaines. Par contre, au-delà, en fait, je n'en sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai des grands objectifs. Et du coup, ramener la notion de date sur des objectifs et non des features, on s'enlève quand même une bonne épine du pied, puisqu'on sait qu'on va s'engager sur quelque chose, mais on ne sait pas exactement encore sur le comment. Et du coup, on est encore libre de pouvoir faire un peu ce qu'on veut et de pouvoir tenir les délais, vu qu'on ne s'est pas engagé sur des choses qui sont effectivement avec un niveau de complexité qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est partager ça, la roadmap, une vision à 6 semaines qui est détaillée, et ensuite une vision plus lointaine avec des grands objectifs. Et ça, ça permet de contrebalancer et de devancer finalement les demandes, puisque du coup, on a une vision quand même de ce qui arrive, quoi. Mais en termes de grands objectifs. Et quand on parlait tout à l'heure de ces demandes custom qui nous arrivaient comme ça, de diffuser cette roadmap à tout le monde, que ce soit les sales, que ce soit vos utilisateurs, que ce soit tous les membres de votre organisation, ça permet de contrebalancer cette demande et de se dire que peut-être un utilisateur qui aujourd'hui voit votre roadmap publique va se dire « Ah ouais, c'est vrai, mon besoin qui était là, en fait, l'objectif qui sera dans 4 mois, il va peut-être permettre de le réaliser. » Et l'autre combat, enfin le dernier du coup, équipe produit versus organisation en silo. Alors équipe produit, on sait, c'est justement pour aller à l'encontre des orgas en silo. Quand je dis orgas en silo, c'est un peu orga à l'ancienne, très hiérarchique. J'ai ma DSI, mon équipe marketing, une équipe DA, enfin bref, ça dépend des orgas. Donc très à la française et à l'ancienne. Voilà. Quand on a dit qu'on faisait des équipes produits, c'était on prend le produit d'un peu toutes ces équipes-là et on en fait une team qui est dédiée. Top. Donc ça, trop bien, on a cassé les silos, on a mis tout le monde au sein d'une même équipe dans un même lieu. Sauf que ce dont on se rend compte un peu moins, c'est que l'organisation se reflète dans votre produit. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un informaticien américain qui s'appelle Melvin Conway, en 1967. Donc ça remonte à loin quand même déjà. Il dit ça, que l'organisation se reflète dans le produit. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au sein de notre équipe, la manière dont vous l'avez organisée, vous avez découpé l'équipe produit en plein de petites équipes complètement autonomes, parce qu'en méthode agile, il faut créer des sous-équipes autonomes qui vont ensuite découper l'ensemble des tâches, des features, et voilà, se lancer dans... Enfin, tout est découpé, quoi, tout est découpé. Du coup, on arrive à cette problématique de se dire, est-ce que vraiment j'ai fait mon découpage qui va se refléter dans mon produit? Et quand je travaillais à Canal+, on avait testé plusieurs orgas. Au début, on était tous divisés par device. Donc il y avait l'équipe qui s'occupait d'Android, l'équipe qui s'occupait d'iOS, l'équipe qui s'occupait de la TV. Sauf qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, ouais, mais alors en fait, le mec qui utilise Canal Play sur sa télé et qui après utilise Canal Play sur Android, s'il n'a pas les mêmes fonctionnalités, ça passe pas. Ça passe moins bien. Du coup, on s'est dit, non. Donc effectivement, ça se reflète, ça va pas. Donc on remixe différemment et on va se dire qu'en fait, on crée nos équipes par produit, justement. L'équipe Canal Play, l'équipe MaCanal, etc. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient encore communes à tout ça. Oui, il y a un player vidéo dans chacune, il y a de la recommandation personnalisée dans chacune, il y a... et j'en passe. Et du coup, pourquoi pas s'organiser en features?
Et pour créer du lien en fait entre toutes les expériences des abonnés, à la fois sur MyCanal, à la fois sur Canal Play, c'est-à-dire que du coup, on reflétait justement notre orga dans nos produits, donc il fallait que l'expérience du player soit commune du coup à tous les utilisateurs de MyCanal et Canal Play. Et en fait, ça a amené à un moment où, en plus, tous les produits étaient en train de merger dans un seul, parce que je vous parle de ça, c'était il y a quand même quelques années. Tout devait être contenu dans MyCanal. Et du coup, là, on s'est dit, OK, en fait, on va faire un mix. On va mettre des équipes en device, des équipes en features. Et du coup, on va pouvoir avoir vraiment la meilleure orga possible. Donc ça a marché un temps. Mais en fait, la problématique qu'il y a derrière, ensuite, c'est quand on crée justement toutes ces micro-équipes. Et c'est un peu peut-être le revers de l'agilité et de rendre ces équipes autonomes. C'est que du coup, on se retrouve à être à fond dans il faut que la course à la vélocité, quoi. Ça y est, il faut que je réussisse à faire la fin de mon sprint, il faut que j'ai ma vélocité qui soit je sais pas combien, enfin bref, 5 par jour, bref. Et du coup, l'équipe était beaucoup plus incentivée quelque part sur cet objectif de vélocité que sur ce qu'ils allaient délivrer au final. Même si dans l'agile, c'est quand même dit, mais on perdait un peu ce sens-là. Et ça, Spotify le fait remarquer très fortement par ce schéma-là, qui est très parlant, je trouve. En fait, il montre à quel point il y a un intérêt à avoir à la fois une forte autonomie des équipes, mais aussi un fort alignement des équipes. Parce que si on est juste sur l'axe d'autonomie, très bien, du coup l'équipe est autonome. Par contre, on ne sait pas du tout s'ils vont produire ou faire la feature exactement en rapport avec la vision. Si on donne que de l'alignement, ça fait un peu, exécuter un peu ce qu'on vous demande de faire. Par contre, si on fait mixer les deux, du coup, il y a un truc super fort qui se développe là, tout en haut à droite, qui est qu'on rend les équipes autonomes avec une bonne vision, et du coup, on fait générer de la créativité. Et ça, Pixar nous le dit. Encore une fois, le cinéma. Parce que chez Pixar, et en particulier Ed Catmull, qui est du coup un des fondateurs de Pixar, il voulait à tout prix que les équipes soient autonomes et développer en fait la créativité au sein des équipes. Donc il a mis en place tout un manifeste. Et ce manifeste dit que justement l'environnement est fondamental dans tout processus de création, que la surplanification étouffe l'innovation, que tout le monde doit pouvoir communiquer avec n'importe qui, qu'il faut laisser libre l'expression individuelle, qu'il faut favoriser l'autonomie et la responsabilité de l'ensemble des membres d'une équipe, qu'il faut cultiver l'esprit de développement et que la capacité à apprendre en permanence doit aussi être contrebalancée avec le fait d'échouer avec grâce et que l'échec est totalement accepté. Et du coup, tout ce qui est sorti de Pixar à l'époque, c'était grandiose. Parce que justement, il y avait ce côté où tout le monde participe à la réussite d'un film. Et là, dans une équipe produit, tout le monde doit participer à la réussite du produit. Et pour essayer de prendre un peu l'exemple de ça, avec une équipe, on s'était dit, OK, on va essayer de se créer ce truc où, justement, les développeurs, les UX designers, les PO, enfin tout le monde en fait travaille sur la vision, la partage et va réfléchir finalement aux solutions qu'on va apporter pour chacune des fonctionnalités ou des grands objectifs qu'on a pour notre produit. Et du coup, on avait mis en place une demi-journée par semaine qui était dédiée à faire du brainstorming, à faire travailler sur une solution pour chacune de nos fonctionnalités. Et c'était pas genre on spécifie, le PO spécifie et ensuite ça tombe dans le backlog et le dev il prend son ticket et puis le dev il est content parce qu'il a fait 5 SP de vélocité et à la fin il a fini son sprint. Non, tout le monde participait globalement à la réussite du produit. Et là on retrouve justement le fait qu'il ne faut pas retransformer nos micro-équipes en silos, que justement le product management, c'est un mix entre toutes ces disciplines et que du coup, il faut que ce soit perçu au sein même de ces petites équipes autonomes. Et du coup, comment est-ce qu'on valide quelque part un peu que notre orga est produit? On l'a vu, c'est toute l'organisation qui doit le faire, donc en récupérant un peu le produit dans chacun des grands silos organisationnels. Le deuxième point, c'est qu'il faut que les équipes soient autonomes et fonctionner en petite équipe autonome. Et le troisième, à surtout ne pas perdre de vue, qui est l'obsession de l'impact utilisateur et le fait de favoriser la créativité dans vos équipes, dans les petites équipes. Du coup, en conclusion, j'ai dit pas mal de choses. Un peu, en gros, on se rend compte que le combat est toujours là, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'on est loin d'avoir triqué tous les sujets autour du product management. Et là, je vous ai parlé de 3 grands trucs, mais encore une fois, il y en a beaucoup plus. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut s'appuyer de grands, Spotify, on l'a vu, Pixar, mais plein d'autres.
Et il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on peut le tester à notre propre échelle. Non, non, non. Au contraire, il faut prendre ces idées-là et essayer de les transformer aussi pour les adapter du coup à notre organisation à nous. Le deuxième, c'est que c'est de toute façon le propre du product management de se questionner en permanence. Et j'ai envie de dire, même si on avait résolu tous ces combats-là, en fait, on serait peut-être encore en train de se questionner sur d'autres choses. Donc, avouons-le nous, on sera de toute façon des gens avec des perpétuels questionnements. Et le dernier, c'est l'équipe et l'importance de partager du coup avec l'équipe et de travailler en équipe parce que l'intelligence collective est ultra puissante. Et c'est en ça où, quand on dit qu'on est product owner, on n'est pas tout seul dans son bateau, en fait. Tout le monde participe, du coup, à la réussite du produit. Et tout ça pour se dire qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de réécrire l'histoire, de justement réinventer un peu l'histoire de votre produit, l'histoire de votre équipe et l'histoire de notre métier à tous, parce qu'il évolue. Et ça, pour ça, il y a le fait de s'inspirer de domaines qui vous passionnent, comme là, le cinéma. Ça permet de rajouter une petite force supplémentaire pour nous permettre à tous de faire le bon produit et de le faire bien. Que le produit soit avec vous. On va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, levez la main et je ferai passer le micro. C'était clair. Ah. Merci pour la présentation. Je remarque que comme toutes les présentations de ce type et un peu ce que je vis aussi moi au quotidien, c'est que c'est très axé sur ceux qui produisent, donc les équipes de développement, les UX, le PO, mais on parle rarement des strates au-dessus. Et le gros problème qu'on a, et moi je le vois au quotidien, c'est qu'on a l'impression qu'on nous donne une espèce de petit périmètre très restreint pour faire de l'agilité, pour pouvoir décider, mais qu'au final on n'a pas la main sur le produit complet. Typiquement en COMEX ou en direction, ils prennent des grosses décisions qui sont souvent comment on peut vendre plus, comment on peut vendre sans trop soucier de l'utilisateur, mais plutôt avec des besoins que 2-3 personnes ont cités ou 2-3 gros clients. Et nous, on se retrouve après à jouer à comment on implémente ça. Alors peut-être ça ne fait pas de sens, ou peut-être qu'on n'y croit pas, mais voilà, en fait, j'ai du mal à voir comment on peut pousser ça un peu plus haut. On reste toujours bloqué dans le PO et ses équipes, mais après, on a rarement l'occasion de pouvoir en discuter et débattre avec des équipes plus éloignées de nous. Ouais, alors ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça dépend vraiment des organisations. En gros, les équipes produits dans une start-up, ça n'a rien à voir avec la vision que tu peux avoir effectivement dans un plus gros groupe. Et à Canal, c'était comme ça au début. C'est-à-dire que du coup, j'avais des grosses demandes qui venaient. La vision, elle était très nébuleuse, on ne la partageait pas beaucoup. Et c'était vraiment le marketing qui imposait voilà ce qu'il va y avoir dans ta roadmap. Et du coup, démerde-toi pour le faire. Par contre, dans 3 mois, on a une OP commerciale, donc il faut que ce soit fait en temps et en heure, quoi. Donc, je partage totalement ton point de vue. Et en fait, la chose que j'ai trouvée, du coup, pour essayer de contrebalancer un peu le truc, ou en tout cas être mis un peu plus en amont des discussions ou avoir finalement l'impact sur ce qu'il y a au réel, ce qui est produit, et du coup faire mixer ça avec un réel enjeu du coup stratégique, c'était de réunir l'ensemble des parties prenantes du coup au travers de ces comités roadmap dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire que finalement, eux comme nous, on a besoin de se partager les infos. Alors après, encore une fois, peut-être que dans ton orga à toi, c'est pas du tout possible, mais c'est d'essayer d'évangéliser sur le fait qu'un produit, ça se réfléchit globalement, que c'est pas juste de l'exécution d'équipe, et de réfléchir à une manière justement de mettre tout le monde au cœur du truc et autour de la table, quoi, et de se partager la vision, quoi. Mais par exemple, dans le cas assez récemment là, pour Grand Lyon Habitat, justement, il y avait un énorme gap entre la vision du comité de direction et qui voulait faire en gros dans un service interne qu'ils sont en train de développer, et la vision de l'ensemble des collaborateurs. Donc là, on ne parlait pas de l'équipe de production, mais vraiment de ceux qui allaient utiliser le service demain. Pour essayer de rameuter tout le monde, on a essayé d'organiser justement des espèces de workshops, mais globaux, avec des membres de toutes les directions, essayer de faire exprimer chacun la vision du produit et ce qu'ils en avaient. Et c'est marrant, mais c'est dans ces moments-là où tu vois concrètement que toi qui es en train de dessiner justement ton affiche de cinéma, ta vision que tu as, elle n'est pas du tout pareille que les personnes plus dans la stratégie au comité de direction. Peut-être un des moyens de commencer à évangéliser un peu sur le
le sujet. Mais j'ai pas complètement craqué le truc non plus. C'est un travail de longue haleine. Ouais. Exactement. D'autres questions? Non, il n'y en a plus. Eh ben, merci à tous.